de ce début d'après-midi est intitulé « Quelle pédagogie des sports de combat à l'ère de YouTube et de Facebook ?» Alors, juste pour démarrer, je vais situer un petit peu le contexte de l'intervention. C'est une intervention qui se base sur des observations personnelles dans un cadre limité qui est le club universitaire de Nanterre dont je m'occupe. C'est un club qui comprend environ 200 pratiquants adultes avec un certain nombre de titres nationaux et internationaux sur des disciplines qui sont des disciplines récentes et modernes que sont le jiu-jitsu brésilien, une pratique en kimono avec essentiellement du travail au sol, le grappling, qui est aussi une pratique avec beaucoup de travail au sol, et le MMA. Donc voilà, 3 disciplines relativement récentes. Les pratiquants, c'est une majorité de pratiquants de 18 à 30 ans, donc sur ces sports. Et donc pour moi, ce que je vais vous présenter est plus une approche ethnologique qu'une vraie démarche expérimentale, reproductible, etc. Je vais vous donner un certain nombre d'observations réalisées, puis certaines suggestions, mais qui restent du domaine de la subjectivité du présentateur. Voilà. Alors pour comprendre aussi les choses qui vont être dites, c'est que ces pratiques que je vous ai très brièvement décrites, donc le jiu-jitsu brésilien, le grappling et le MMA, sont des pratiques dans lesquelles sont mises en jeu, notamment dans les distances de corps à corps et de sol, des techniques avec une motricité complexe et assez longue. Donc ça va pouvoir expliquer aussi un certain rapport à la vidéo qui peut-être est moins présent dans les disciplines de percussion. Ça, éventuellement, les spécialistes boxe se prononceront là-dessus. Toujours aussi par rapport à cet intitulé, la notion de pédagogie liée à Facebook et à YouTube. Le club que je vous décris a une présence numérique assez affirmée avec une page Facebook, une chaîne YouTube et des vidéos invitées sur différents sites et dont notamment un site partenaire. Alors, pour démarrer, quelques mots sur le professeur de sport de combat, ou peut-être aussi une vision peut-être un peu caricaturale et naïve de celui-ci, mais comme point de départ, on peut dire que c'est un spécialiste de son activité. On imagine que c'est quelqu'un qui a un répertoire technique exclusif, il l'a appris quelque part, mais ensuite il se l'est approprié, puis les élèves attendent qu'il leur donne ce savoir. Donc c'est un savoir qui vient d'en haut, et le professeur de sport de combat est légitime et le seul intervenant dans sa salle, sur son ring, sur son tapis. Voilà, il a l'autorité, il n'y a pas de contestation, relativement peu de questions quand il présente les choses, et donc les questions un peu à rallonge de certains élèves comme « oui, mais s'il fait ça, est-ce que ça marche quand même ?» etc. ne sont pas toujours très bien prises ou agaces. Donc ça, c'est un peu une représentation qu'on peut avoir au départ par rapport à l'enseignant. Maintenant, le postulat que je fais dans cette présentation, c'est que de nouveaux professeurs apparaissent. Où est-ce qu'il y a de nouveaux professeurs qui apparaissent? Donc je vous en présente 2 que vous connaissez bien normalement, donc YouTube et Facebook. Donc YouTube, c'est 23 millions d'utilisateurs quotidiens, bien sûr pas uniquement sur les arts martiaux et les sports de combat, avec une durée des visionnages qui augmente constamment, 50% d'augmentation du temps de visionnage l'année dernière, avec 40 minutes en moyenne sur les sessions. Et Facebook, 30 millions d'utilisateurs en France, dont 20 millions d'utilisateurs quotidiens et un temps d'utilisation moyen d'1h30 par jour. Donc il s'agit d'un phénomène important. La majorité de nos adhérents utilisent quotidiennement ces plateformes. Et bien sûr, sur ces plateformes, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on partage? On partage ses passions, on regarde les choses qui sont liées à nos passions. Donc les pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux visualisent des vidéos liées aux arts martiaux et les partagent. Donc la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'à un moment cela affecte le statut du professeur? Jusqu'il y a peu, comme on l'a vu, le professeur était le seul détenteur du savoir. Mais quand on se déplace un petit peu sur ces plateformes, on se rend compte qu'il y a un savoir qui est accessible et qu'il y a d'autres personnes qui sont détenteurs du savoir et que c'est accessible gratuitement. Donc la question, c'est de se poser la question si ça a un impact sur le statut et la plus-value du professeur de sport de combat et d'arts martiaux. Alors pour illustrer, pour donner un exemple d'une vidéo, la présentation sera émaillée de quelques-unes.
Voici une vidéo qui est proposée sur YouTube. Donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle BJJ Scout, donc Brazilian Jiu-Jitsu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chaîne YouTube qui est mise en place par un amateur, qui ne commercialise aucun produit. Donc c'est voilà, un travail de passionné. Donc l'idée, c'est, il présente ici la notion de plan faible au niveau de l'équilibre, puis il l'applique à un champion de Jiu-Jitsu qui utilise cette notion de plan faible sur lequel les déséquilibres sont plus faciles à mettre en place, et il l'illustre sur la vidéo. Voilà, donc bien évidemment, il y a de nombreuses vidéos en ligne de ce type, et chacune de ces vidéos sont agrémentées, sont enrichies de schémas, de croquis, de flèches de force, pour faire passer des idées techniques, les illustrer, et puis ensuite les illustrer en compétition. Donc, c'est un exemple de contenu. Donc, ça nous ramène à un nouveau rapport au savoir, donc, qui est lié à ces vidéos. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est qu'il y a un accès indépendant aux vidéos, indépendant du prof, indépendant du club, indépendant des créneaux, à tout moment du jour et de la nuit, donc un accès permanent. On peut accéder à ces vidéos et les visionner. Donc ce sont aussi des sources multiples. Alors les sources multiples, c'est des pratiquants qui publient et présentent des contenus, mais aussi des experts, des champions titrés, reconnus, dont l'efficacité est incontestable, des enseignants experts, des formateurs de champions qui publient des vidéos, mais aussi des marques, des clubs, etc. Donc vraiment de nombreuses sources pour ce savoir. Ces vidéos, le pratiquant il peut les chercher, donc il peut taper des mots-clés et chercher les choses qui l'intéressent, mais ces vidéos elles lui sont également suggérées. Donc là aussi sur le rapport au savoir, c'est pas uniquement on trouve ce qu'on a cherché, mais aussi on trouve ce que d'autres nous suggèrent de voir. Alors qui nous le suggère? Ça peut être directement la plateforme qui analyse les vidéos qu'on a regardées précédemment, et puis ensuite qui vous propose des contenus relatifs à ce que vous avez déjà vu, en faisant le pari que ça vous intéressera. Donc il y a une intelligence artificielle qui est là au service de la proposition de contenu. Et puis il y a aussi, donc là c'était plutôt sur YouTube cet exemple-là, par rapport à Facebook, il y a vos amis, donc tous les gens qui partagent les mêmes groupes d'intérêt que vous et que vous avez enregistrés sur votre compte, qui vous proposent aussi des vidéos. Et là aussi, un algorithme de Facebook qui fait que si vous regardez régulièrement les vidéos proposées par quelqu'un, elles ont plus de chances que ces vidéos-là vous soient présentées à votre prochain passage, enfin d'autres vidéos présentées par la même personne. Donc là aussi, l'intelligence artificielle est au service de la présentation de contenus qui vous sont suggérés. Alors, quelle posture pour l'enseignant à partir de ça et de ce constat? Il y en a plusieurs possibles. Donc l'une de ces postures, c'est le déni, c'est de dire que c'est anecdotique, que le pratiquant il regarde des vidéos de son côté, et puis il a une pratique de club de l'autre, et que les deux n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, et qu'il n'y a pas besoin d'en tenir compte. Voilà, il y a une pratique récréative de visionnage, comme s'il regardait le match de football, et puis par ailleurs, il vient s'entraîner au club, et il applique ce que l'enseignant lui dit. Il y a une deuxième posture qui est une posture de rejet. Donc c'est de dire que tout ce qui est présenté sur YouTube, par exemple, ça nuit au travail qui est mis en place au club. C'est une sorte de parasitage, les élèves ne sont plus concentrés. Donc à partir de là, il faut essayer d'y mettre fin. Donc on essaye d'expliquer aux élèves qu'ils vont voir des bêtises, que c'est pas intéressant, que ça va nuire à leur progression. Et voilà, donc c'est une position de rejet. Il y a une position démagogique qui consiste à essayer d'être dans les effets de mode, qui peut éventuellement aller un petit peu plus loin, c'est d'essayer de visionner encore plus de vidéos que ses élèves, ne pas dire qu'on les a vues sur YouTube, et puis essayer de rester le détenteur de techniques un peu secrètes et d'en savoir plus que tout le monde. Donc je pense que c'est une position dure à tenir, mais qui est envisageable. Et puis il y a une position d'accompagnement, dont je vais essayer de présenter quelques éléments aujourd'hui. Donc c'est un accompagnement, mais en s'appuyant sur quel principe pédagogique? On va le voir. Donc, un constat, en tout cas pour moi, à mon niveau, sur l'espace local que moi j'observe, c'est qu'aujourd'hui, certains pratiquants développent des compétences techniques hors de l'enseignement traditionnel mis en place au sein du club.
et je parle de réelles compétences techniques valables et performantes. Donc pour accompagner un peu cette réflexion, un premier outil, c'est le triangle pédagogique de Jean Housset. Donc c'est l'idée de modéliser la relation pédagogique. Donc dans le triangle pédagogique, il y a 3 points, il y a l'enseignant, il y a le savoir et l'étudiant, puis il y a différents types de relations. Donc la relation entre, quand on se place du point de vue d'un enseignant qui dispense le savoir, donc il enseigne, je dirais que dans nos sports, c'est le technicien. C'est quelqu'un qui maîtrise la technique, qui montre la technique, qui présente la technique. Et c'est cette approche pédagogique-là qui est privilégiée. Quand l'enseignant il est en lien direct avec l'étudiant, alors bien sûr c'est caricatural, hein, il y a bien sûr des combinaisons possibles, mais quand l'enseignant est en lien direct avec l'étudiant ou le pratiquant, il est dans le triangle pédagogique de Jean Housset sur l'aspect formé. Mais on pourrait dire chez nous que c'est le coach. C'est un rapport individuel, une prise en compte de la dimension psychologique, de la motivation. Voilà, c'est cette relation qui peut exister entre l'enseignant ou entre le professeur et son élève. Avec l'arrivée des vidéos et du partage sur les réseaux sociaux, on peut prendre ça comme une opportunité de travailler sur la 3e dimension, c'est-à-dire d'interroger le rapport de l'étudiant au savoir et d'interroger le processus apprendre. Comment est-ce qu'il s'approprie ce savoir et comment est-ce qu'on peut l'accompagner là-dessus. Alors toujours dans l'idée de se donner quelques outils pédagogiques pour avancer dans notre réflexion, on a 2 grands modes d'apprentissage. On a le mode d'apprentissage déductif, donc le savoir est transmis par le formateur ou l'enseignant, hein, on revient à notre triangle pédagogique. Le formé, il écoute, il voit, il doit acquérir le savoir, et puis ensuite il va essayer de le mettre en application dans des exercices. Et puis on a le modèle inductif, qui est un modèle qui est basé sur l'observation, sur l'expérience, sur la manipulation. Et puis de là, de ce contact avec le terrain, on essaye de trouver des règles générales. L'apprentissage avec les vidéos et avec les réseaux sociaux, là aussi, va bousculer un petit peu tout ça. Donc je trouve que c'est aussi un point intéressant, puisqu'on va passer alternativement d'un mode à l'autre. L'étudiant crée son chemin, il expérimente sur le terrain, il alterne avec différentes sources techniques. Donc il y a un aller-retour entre la théorie et le terrain, entre la théorie et l'expérimentation. Presque le dernier concept pédagogique, l'apprentissage coopératif. Donc c'est une méthode dans laquelle les étudiants se regroupent en équipe pour explorer ensemble une question. Alors classiquement, ce sont des petits groupes qui ont un travail d'exploration avec une participation maximale et une alternance des rôles. On n'est pas tout le temps dans le même rôle. Il y a un échange des rôles et cet échange des rôles, il concerne tout le monde, on va le voir. Donc les apprenants participent activement, mais parfois les enseignants deviennent apprenants à l'intérieur du groupe et les apprenants deviennent enseignants. L'apprentissage sur des vidéos partagées et commentées peut présenter des points communs avec ce type d'apprentissage. Là, de nouveau, il ne rentre pas complètement dans la case, mais il y a des points intéressants de similitude. Les élèves dans ce type d'apprentissage ont besoin de l'orientation et de l'appui de l'enseignant afin d'apprendre comment travailler en collaboration de façon efficace et organisée. C'est plus que juste travailler ensemble, il faut que les enseignants structurent avec les étudiants. Le dernier concept, auto-hétérodidactisme rapide. Donc derrière ce terme à rallonge, c'est la définition, donc un terme créé par Edgar Morin dans la méthode tome 3, donc un philosophe, épistémologue, sociologue. Il définit l'auto-hétérodidactisme rapide comme la capacité d'apprendre par soi-même tout en utilisant l'enseignement d'une compétence extérieure. Alors là, je trouve qu'on se rapproche quand même pas mal de ce qui nous intéresse. Pour Edgar Morin, ça fait partie des qualités constitutives de l'intelligence humaine. Il en cite une quinzaine, en disant bien sûr qu'il y en a plus, et celle-ci est celle qui apparaît en premier. La capacité d'apprendre par soi-même, mais en s'appuyant sur quelque chose d'extérieur. Dans le cas présent, les compétences extérieures sont, par rapport à 1986, beaucoup plus accessibles, notamment avec les vidéos sur les réseaux sociaux que nous traitons aujourd'hui. Donc, quel chemin pédagogique est-ce qu'on pourrait envisager par rapport à ces outils ? Une proposition, c'est accompagner le pratiquant dans un apprentissage tourné vers des sources d'enseignement multiples
et alternant les phases d'information et d'expérimentation. Donc il y a bien un aller-retour entre le terrain et la théorie, il y a un accompagnement, mais on intègre, on ne refuse pas, on ne rejette pas les sources extérieures, de toute façon elles sont là. Donc on n'est pas dans la posture de déni ni de rejet, mais on a bien choisi l'accompagnement. Par rapport à ça, donc une petite anecdote, je discutais il y a quelques années avec un lutteur qui était parti 1 an aux États-Unis pour perfectionner sa lutte dans une université américaine. Et le fonctionnement technique et pédagogique qui avait été mis en place, c'est qu'il avait été observé comme tout nouveau lutteur arrivant dans le groupe pendant 10 à 15 jours, je ne me rappelle plus exactement de la durée. Puis à la fin de ce temps d'observation, il avait été convoqué dans le bureau du coach. Derrière le coach, il y avait une bibliothèque avec des rangées de cassettes. Et le coach lui avait sorti plusieurs cassettes qui représentaient un lutteur dont le style convenait bien au style de ce lutteur qui était en formation. Et il lui avait demandé de passer du temps pour étudier ses contenus vidéo. Puis chaque semaine, il y avait un temps dédié avec un partenaire sur le travail de ces systèmes d'attaque-là, en plus de l'entraînement classique avec le groupe. Donc voilà, YouTube était moins présent à l'époque, mais il y avait déjà une réflexion comme ça qui pouvait avoir été menée, notamment là aux États-Unis. Donc l'outil en question, donc un outil riche et complexe, une vraie boîte à outils. On va regarder un petit peu les avantages et les inconvénients qui peuvent s'y rattacher. Alors dans les avantages, on a un répertoire de vidéos très étendu. On l'a déjà abordé, une flexibilité d'accès et d'utilisation. La possibilité d'enrichir tout cela de comparaison, puisqu'on peut comparer 2 personnes, présenter la même technique, voir les différences de l'un à l'autre. Et puis l'accès, on l'a dit également, aux meilleurs experts. Donc, des avantages indéniables. Alors, une petite vidéo donnée en exemple. Donc c'est du jiu-jitsu brésilien, présenté par un multiple champion du monde, et puis qui non seulement présente la technique, mais explique aussi, si à la fin vous n'arrivez pas à dégager votre jambe, vous faites ça, vous donnez des secousses, etc. Donc on n'est pas juste dans une simple technique, c'est contextualisé. Il évoque les problèmes qui peuvent se poser, puis comment les résoudre. Alors ce qui est important, c'est que en France, des enseignants qui connaissent autant de techniques que Rafael Mendes, il n'y en a pas. Et des enseignants qui les font mieux que lui, il n'y en a pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les enseignants? Bien sûr que si. Mais ça pose bien sûr la question de comment on se positionne par rapport à ce genre de contenu quand ils sont visionnés par nos élèves. Les moins qui sont liés à cette question de l'apprentissage par les réseaux sociaux, c'est que bien sûr on est noyé dans les choix, les contenus ne sont pas forcément adaptés, donc pas forcément adaptés au niveau de l'élève, il n'y a pas de progressivité, il n'y a pas de cohérence pédagogique, à moins que l'élève soit capable de la créer. Là-dessus aussi, on va en parler, de comment essayer de travailler là-dessus. Et puis, il peut carrément y avoir des contenus qui sont inadaptés ou faux. Et là aussi, se pose la question de trier ce qui est bon et de ce qui est moins bon. Alors, on avait parlé de l'apprentissage collaboratif. Il se trouve qu'au-delà de l'aspect présentation de vidéos, il y a d'autres choses donc, qui sont liées à ces nouveaux médias. C'est la possibilité de partager, on l'a dit, de suggérer, de faire des commentaires, de rebondir sur les commentaires. Donc on peut réfléchir à une utilisation collective avec la création d'une communauté pédagogique, l'analyse et les feedbacks de ce qui est présenté, une nouvelle répartition du temps. Alors, bien sûr, ce sont des choses qui vont être faites qu'une fois de temps en temps, mais il est possible de demander aux étudiants de visionner certaines vidéos pour gagner du temps sur un thème, et puis ensuite l'enseignant va pouvoir consacrer plus de temps à la remédiation. Possibilité de créer des vidéos individuelles, donc l'étudiant peut aussi être filmé, mis en ligne sur des chaînes privées où seules certaines personnes pourront commenter, par exemple. Donc il y a des moyens d'utiliser tout ça d'une façon collective et communautaire. Alors, une autre vidéo.
Voilà, alors il y en a moins, j'en ai trouvé moins sur la percussion, mais il y en a également. Donc il y a aussi des chaînes qui sont de nouveau des chaînes d'amateurs qui sont dédiées à la présentation de concepts techniques ou pédagogiques et l'illustration. Alors les possibilités techniques que nous donnent ces outils et ces plateformes, à créer des playlists, donc on peut commencer à organiser les contenus dans l'idée d'une utilisation collaborative au sein d'un club par exemple de ces vidéos. On peut créer des playlists par thème, par niveau également. On peut créer des communautés ou des groupes. On peut envisager par exemple d'avoir un groupe débutant qui a accès à certaines vidéos et un groupe confirmé qui a accès à d'autres vidéos. Ces vidéos on les partage et puis on les évalue, on les commente. On peut donner des annotations, des liens, faire des liens avec des techniques qui ont été vues précédemment au club. Nous, c'est des choses qu'on voit chez nous par rapport à Facebook, de dire, voilà, il y a ça qui vous a été montré, regardez, ça marche en compétition, ça a été utilisé à tel championnat. Et illustrer, donc voilà, ainsi ce qui a été montré au sein du club. Alors, cette vidéo, là, ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est qu'elle peut même prêter à débat au sein d'un club. Ici, ce qui est présenté de nouveau par le pratiquant qui anime cette vidéo, c'est que vous avez sur votre gauche la façon traditionnelle dont est enseignée dans tous les clubs une certaine technique de projection en judo, et on remarquera que le coude droit est bas. Et ensuite, ce qui est montré dans cette vidéo, c'est qu'en compétition, tout le monde pratique la même technique mais le coude haut. Donc il y a un décalage entre ce qui est montré traditionnellement et ce qui est réalisé dans la pratique. Donc il y a de quoi largement échanger là-dessus avec les membres de son club, si on a envie de créer un peu des débats ou des choses. Le travail en partie a été avancé. Alors, cet outil, que ce soit YouTube ou Facebook ou l'utilisation des vidéos, c'est un outil à maîtriser. Donc pour ça, il faut des critères de sélection. Et ces critères de sélection, il faut les faire passer à nos pratiquants. Donc, quelles vidéos, quelles sont les sources fiables, quel est le niveau auquel elles sont adaptées, est-ce qu'il y en a certaines qui sont dangereuses, donc est-ce qu'elles sont adaptées aussi à la morphologie, est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport au système d'attaque pour utiliser au club ou pour ce pratiquant. Il y a également la nécessité de transmettre des critères d'observation, donc il faut éduquer le regard de nos pratiquants. De toute façon, ils les regardent, ces vidéos, en tout cas de mon vécu, donc autant leur donner des outils pour qu'ils les regardent de façon plus pertinente. Donc les critères d'observation, quand est-ce que se déclenche la technique, quel est l'élément déclencheur, après qu'est-ce qu'on fait, on combine avec quoi, quels sont les points clés, quels sont les points de repère à observer, les appuis, la hanche, la tête, la dynamique du mouvement, est-ce qu'il y a une accélération à un moment ou à un autre, parce que si on regarde une vidéo et qu'on essaie d'appliquer la même technique sur la dynamique du mouvement, ça ne marchera pas. Donc voilà, des critères d'observation, on a beaucoup à construire. Si vous voulez plus de détails, je suis sûr que Jean-Michel Raymond nous aidera à construire plus de critères d'observation, il y en avait des sympas tout à l'heure. Donc le nouvel enjeu, ce n'est plus posséder seulement la technique, mais de donner des critères d'observation aux élèves. L'entraîneur ou le coach doit déléguer une partie de sa compétence, et donc ça, le faire de la façon la plus structurée possible. Alors pourquoi? Je vais donner un exemple aussi. Donc voilà, c'est une technique pour faire lâcher la garde en judo. Voilà, il y a beaucoup de choses très bien dans cette technique, elle est très efficace, elle présente juste un inconvénient. Est-ce que quelqu'un le connaît? Il y a peut-être des judokas. L'inconvénient, c'est que depuis 2013, elle n'est plus autorisée. Mais ça, c'est pas marqué sur la vidéo. Donc ça, on prend 2 points de pénalité à la première compétition où on le fait, puisque maintenant en judo, on n'a plus le droit de faire lâcher la garde à 2 mains. On a le droit d'utiliser qu'une seule main, et là les 2 mains sont utilisées. Donc il y a des choses quand même, il y a toujours un rôle et un accompagnement qui est indispensable. Bien sûr, l'utilisation des vidéos, c'est le thème de l'intervention. Donc il y a un aspect un peu grossissant et zoom qui donne une place exagérée à la vidéo là dans mon propos, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Il y a bien sûr le travail physique, les répétitions, une démonstration qui est adaptée en temps réel à ce que disent ou ressentent les élèves, la mise en place de situations d'apprentissage, la remédiation des séquences de combat et beaucoup d'autres choses. Néanmoins, il y a des enjeux éducatifs forts pour le pratiquant. Le développement de l'autonomie, la métacognition, donc apprendre à apprendre, en connaître plus sur sa façon de raisonner et d'apprendre.
Donner du sens aux apprentissages, parce que ces vidéos, elles sont faites par parfois par des champions, elles sont utilisées en championnat, on voit tout de suite l'intérêt, puis c'est motivant. Devenir acteur de son apprentissage, on n'est pas toujours à attendre quel sera le répertoire qui me sera donné au club, et puis peut-être j'ai raté le jour où il y avait le cours qui m'intéressait, sur une technique qui m'intéressait, mais je peux devenir acteur et aussi me construire des choses, et il y a forcément une implication émotionnelle quand on devient acteur de son apprentissage. Pour l'entraîneur aussi, il y a un côté éducatif, c'est d'accepter que le savoir est partagé et donner un espace pour laisser la compétence s'exprimer. Comme je vous l'ai dit dans le constat, de nouveau, ce n'est pas un constat général, c'est un constat que je fais sur l'espace où j'interviens, c'est qu'il y a de réelles compétences qui se développent en dehors du club et en dehors de ce que nous on transmet. Et donc il faut laisser un espace pour que ces compétences s'expriment. Donc c'est une évolution du positionnement de l'entraîneur, ça nécessite d'avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir lâcher un peu de contrôle et laisser les gens présenter des choses intéressantes qui peuvent être intéressantes pour le groupe. C'est bien sûr un outil à relativiser, il n'y a pas d'autonomie totale de l'apprenant, on n'apprend pas seul. Et puis il y a, comme on l'a vu, la question du tri de l'information. C'est un outil aussi qui est au service d'un projet. Il y a une demande, mais il y a aussi un besoin. Et l'éducateur, parce que l'entraîneur c'est aussi pour moi un éducateur, il est là pour montrer un chemin, c'est une relation de confiance, et ça n'est pas une relation de consommation. Donc il n'y a rien de mal à répondre à une demande de temps en temps, ça fait plaisir, ça motive, mais avant tout l'éducateur identifie les besoins, c'est lui qui a cette responsabilité-là. Donc il y a également une organisation, une temporalité à respecter. L'utilisation intuitive des vidéos par les pratiquants n'est rarement le chemin optimal de l'apprentissage. Donc on est plus sur une problématique de zapping. La démarche d'enseignement, elle est construite, c'est un processus rationnel. Donc l'enjeu, c'est de replacer ces moments de zapping dans le processus. Donc comme souvent en éducation, il s'agit de partir des représentations des apprenants pour les faire évoluer ensuite. Alors une option proposée, c'est aussi pour aller plus loin, investir le terrain de la production vidéo, création d'une chaîne du club, contenu complémentaire à ce qui est présenté en cours et qu'on n'a pas eu le temps de présenter, mise en valeur des expertises. Donc ces expertises, c'est les mises en valeur des expertises de l'enseignant, des champions du club, mais aussi de pratiquants. Les feedbacks post-compétition, une analyse collective. Juste pour donner un exemple d'application, je lui ai demandé l'autorisation avant pour en parler. Fernand Lopez, qui s'occupe de MMA Factory, qui est le club leader du MMA français, ils ont un Facebook pour le groupe des compétiteurs qui est un groupe fermé, avec un tri en termes d'investissement, de rigueur, sur les combattants qui peuvent accéder à ces contenus-là. Et les combattants se sentent vraiment privilégiés d'avoir accès à ce groupe Facebook, puisque dans ce groupe, les combats des adversaires sont étudiés, discutés entre combattants, des propositions techniques sont données, la scène européenne reste une scène où il y a un nombre de combattants limité, donc il y a des informations importantes qui circulent, avec un coach qui s'investit énormément dans l'analyse des combattants adverses potentiels, et ça c'est dans le groupe fermé Facebook. Et c'est un enjeu de légitimité pour le coach, de motivation importante pour les combattants, et ça soude le groupe, donc c'est vraiment un outil important chez eux. Donc voilà, ça peut s'utiliser aussi comme ça pour les groupes compétition, et les combattants apprécient et se sentent privilégiés d'y avoir accès. Pour donner un exemple, voilà, un club... je l'ai raté. Un club américain qui a sa propre chaîne. Donc, c'est simple, ce sont des techniques de base, mais les pratiquants du club peuvent revoir les fondamentaux de la discipline et progresser aussi de leur côté. Quelques petites suggestions en cas d'envie de créer une chaîne club. Une mise en ligne réactive des vidéos, pas besoin de chercher la perfection, mais plutôt essayer de coller un peu à l'actualité du club ou à l'actualité de ce qui se passe à l'international pour proposer un contenu, ça donne du sens. Toujours utiliser les tags pour proposer une navigation intelligente, donc mettre des mots-clés, suggérer des vidéos complémentaires, autoriser les interactions avec les autres pratiquants du club pour commenter, donc ça crée une dynamique aussi qui est structurante au sein du club, et bien sûr une modération, donc il faut toujours qu'il y ait un modérateur pour éviter que tout cela sorte du domaine éducatif.
Quels outils? Un compte YouTube, un compte Facebook, une caméra, un outil de capture d'écran, c'est en général fourni gratuitement au sein des ordinateurs, un outil de retouche d'image simple pour ajouter éventuellement une flèche ou un trait par-ci par-là, et un outil de montage. Alors il n'y a pas besoin d'être monteur, il faut pouvoir couper la partie avant qui ne sert à rien et la partie après qui ne sert à rien. Et en général ça suffit pour pouvoir déjà produire quelque chose qui a du sens pour les élèves. Voilà, je vous remercie pour votre attention.